Bonjour, bienvenue dans Ça va le boulot ? Nous vous proposons de découvrir avec nous la face cachée des conditions de travail grâce aux témoignages d'acteurs du monde du travail en Hauts-de-France. Bonjour, je m'appelle Alice de France et je prête ma voix au podcast Ça va le boulot ? Pour ce deuxième épisode, on se retrouve pour parler de la transidentité au travail. Et pour développer ce sujet, j'accueille 3 intervenantes, Laurence Théry, Siane Dassonville et Laurence Dernoncourt. Je vais les laisser se présenter chacune avant de pouvoir continuer l'épisode. Bonjour, je m'appelle Siane Dassonville, je suis consultante sur les questions traitant de la transidentité ou des transidentités, également coordinatrice du comité d'usagers trans Hauts-de-France sur les parcours de santé. D'accord, merci. Oui, bonjour, je suis Laurence Dernoncourt, cadre socio-éducatif à l'association EOL. Je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est que l'association EOL. Nous accompagnons des personnes qui vivent l'exclusion sur toutes ses formes. Pour cela, nous avons des différentes activités comme l'hébergement, le logement d'insertion, le logement adapté, l'accompagnement social, l'accès aux soins, la promotion à la santé et l'accès à la culture et aux loisirs. En quelques mots, nous sommes 130 salariés permanents qui interviennent auprès des plus démunis par le biais de 23 établissements et services sur la métropole lilloise, ce qui représente à peu près 548 hébergements et logements sur la métropole. Donc, je vais vous dire quelques chiffres. Grâce à nos différents financeurs et donateurs, au cours de l'année 2019, nous avons accompagné 1300 ménages. Nous avons servi 77 000 repas et distribué 32 000 tickets services pour l'achat de produits alimentaires et d'hygiène. Voilà, en quelques mots, notre association. Merci, bravo pour ça. Et Laurence ? Bonjour, Laurence Théry, directrice de l'ARAC, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Hauts-de-France. Super, merci à toutes les 3. Moi, je voulais revenir sur un chiffre qu'on avait évoqué quand on a préparé cet épisode, que tu nous avais donné, Siane. Tu nous avais dit, aujourd'hui, la transidentité, ça concerne 1% de la population mondiale et à partir de là, c'est un enjeu de santé publique, c'est ça ? Tout à fait, c'est un enjeu de santé publique à partir du moment où on atteint 1% de la population. Du coup, je pense que c'est d'autant plus important d'en parler aujourd'hui. Et pour ça, je voulais d'abord qu'on commence par revenir sur des questions de vocabulaire pour qu'on parte tous sur des bonnes bases pour cet épisode. Du coup, je voulais savoir, encore une fois, Siane, s'il te plaît, si tu pouvais nous expliquer un petit peu la différence entre les termes de transgenre, transsexuel, transidentité, parce qu'on aurait tendance à, j'en suis sûre, pas forcément bien les utiliser et on ne voudrait pas faire cette erreur dans cet épisode. C'est pas tant de bien les utiliser ou mal les utiliser, c'est d'utiliser les bons termes. Voilà. Là, j'ai entendu déjà un terme qui m'a un peu piqué les oreilles, puisque le terme, en fait, transsexuel, c'est un terme qui renvoie à une pathologie psychiatrique. Donc, la transidentité est sortie du champ psychiatrique depuis mai 2019, ce qui est relativement récent. Donc, n'est plus considérée comme une pathologie psychiatrique suite à une étude qui a été faite par l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, sur l'île, on a été site pilote sur cet aspect-là. Donc, c'est un terme qui, a priori, n'aurait plus lieu d'être. En plus, le terme transsexuel accole le terme trans, qui est le préfixe de passage d'un état à un autre, à la sexualité. Donc, ça entretient l'amalgame entre orientation sexuelle et identité de genre. Donc, ce terme, si on peut l'oublier définitivement, le rayer de notre vocabulaire, et toutes ces déclinaisons, comme le transsexualisme, etc., sont des termes qu'on retrouve encore très fréquemment dans le vocabulaire médical et également dans le vocabulaire administratif. Alors, aujourd'hui, on va plutôt utiliser le terme trans, tout simplement, ou alors transgenre, qui aura en plus, qui est en tant qu'adjectif, on l'utilisera en tant qu'adjectif. On parlera donc de personnes trans ou de personnes transgenres, parce que c'est déjà plus représentatif de toutes les variations parcourant la question du genre. Super, comme ça on part sur des bonnes bases. Merci beaucoup. Laurence, qu'est-ce qui vous a amené à faire appel à un accompagnement sur la question de la transidentité ? Alors ça a commencé il y a quelques années, nous avons accueilli des personnes transgenres en lit halte soins santé.
Les lits haltes soins santé sont là pour des femmes ou des hommes qui ont des problèmes de santé, mais qui n'ont pas besoin d'hospitalisation. Donc, et la difficulté, c'est que en sortant des lits haltes soins santé, on avait du mal à trouver un hébergement sécure pour ces personnes-là. Donc, on a fait une étude auprès des associations LGBTI pour savoir s'il y avait un besoin pour ce public. Et c'est pour ça que nous avons fait le projet de créer 6 places d'hébergement sécures avec un accompagnement médical, social, inclusif pour des personnes transgenres en cours de transition. C'est important, ça. Oui, c'est important parce que je vais vous expliquer un petit peu, puisque l'étude, on s'est aperçu que les personnes en transition de genre étaient exposées à des rejets familiaux, amicaux, sociaux, professionnels parfois aussi. Et elles font aussi face à un stress important lorsque leur identité de genre n'est pas encore affirmée. Et le parcours de transition a à ce titre un temps de fragilisation. Et la conséquence est une exposition plus forte au suicide, où ainsi 67% des personnes, tu me diras, Siane, si je me trompe au niveau des pourcentages, mais 67% des personnes en transition de genre ont sérieusement pensé au suicide. Et 47% sont passés à l'acte, plus précisément. Et puis il y a aussi quelques facteurs prépondérants dans les risques de passage à l'acte suicidaire. Donc il y a la discrimination liée au genre, le harcèlement physique et verbal, le manque de soutien, voire le rejet familial, et le stress lié à la peur de la transition. Il y a aussi la peur liée aux interventions médicales, qui ne sont pas non plus faciles, et la dysphorie de genre ou la détresse liée à la contradiction vécue entre le genre attribué et le genre avec lequel la personne s'identifie. Donc c'est pour ça qu'on trouvait qu'il était important et sécurisant de proposer un hébergement à ces personnes et un accompagnement social et médical. C'est pour ça que nous avons créé ce projet il y a à peu près 1 an et demi. L'association l'a créée sans vraiment de budget. Donc c'était vraiment en accord avec notre conseil d'administration et la direction. Et nous essayons encore aujourd'hui à trouver des budgets pour maintenir cet hébergement. Pour 6 places. 3 places en centre d'hébergement en réinsertion sociale et 3 places en appartement. Et Florence, vous avez parlé d'espace sécure. De quoi a-t-on besoin pour qualifier un espace de sécure ou non ? Un espace sécure, c'est qu'on soit dans un bâtiment qui sécurise, qu'on soit dans un quartier sécurisant, qu'on n'a pas peur au moment de la transition de sortir aussi. Donc on a la chance que notre centre d'hébergement et réinsertion sociale soit dans un quartier de Lille vraiment sécure, où on peut sortir tranquillement, sans danger, et un bâtiment avec des professionnels qui sont présents 24 heures sur 24. Tout ça. C'est vraiment une structure à part entière qui nécessite du coup beaucoup d'organisation et beaucoup de mobilisation. Siane, qu'avez-vous mis en place au sein d'EOL dans ce cadre-là du coup ? J'ai d'abord répondu à une demande d'EOL qui... EOL a une particularité, enfin ce projet a une particularité, c'est que de faire en sorte que cet hébergement se fasse dans une démarche d'inclusion et de bienveillance. Or, pour être bienveillant à l'égard de personnes en situation de transition, de genre, il faut connaître les codes. Il faut connaître les questions d'état civil, le vocabulaire, la grammaire employée, surtout la grammaire à ne pas employer, à ne pas utiliser. Alors, il me semblait indispensable pour ça que l'équipe, au moins l'équipe éducative, soit formée à ces questions-là. Et puis en discutant avec Laurence, Laurence m'a dit mais c'est pas que l'équipe éducative, c'est l'ensemble du personnel qu'il va falloir former. Donc on a démultiplié, c'est arrivé en plus à une période où on était en confinement, semi-confinement, voilà, et donc il a fallu faire plusieurs sessions pour pouvoir sessions de formation durant lesquelles ont été évoquées toutes les questions dont je parlais précédemment. Donc je suis intervenu sur des séances de 3 heures, sur 3 sessions de 3 heures,
de façon à couvrir l'ensemble de l'équipe. Mais ça va des personnes qui sont en entretien jusqu'au cadre de la structure, avec évidemment l'ensemble de l'équipe éducative. Et par ailleurs, depuis bien maintenant 6 mois, j'interviens quelques heures par semaine sur l'accompagnement. Donc je suis intervenu sur la formation et maintenant j'accompagne les personnes qui sont en situation d'hébergement pour travailler avec eux leur insertion sociale et professionnelle. Donc c'est vraiment une dynamique de formation qui a été mise en place et de transmission de tous les codes pour un accueil le plus bienveillant possible. Exactement. Mais c'est essentiel. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Il faut passer par une sensibilisation, au moins une sensibilisation, voire une formation pour les personnes qui sont en contact, je dirais, continu avec les personnes hébergées. Et vous, du coup, Laurence, quel est l'impact que cet accompagnement a eu aujourd'hui sur EOL et quels sont les points qui ont été les plus surprenants finalement ? La formation a permis de former vraiment tout le personnel et pour moi, c'était vraiment très important. Il y avait un peu de réticence pour certains salariés, donc on a dépasser les préjugés et les représentations sociales juste après la formation. Et ces mêmes salariés m'ont étonnée même pendant la formation puisque c'était ils étaient en questionnement. Même pendant la pause, ils ont continué à questionner. Et on avait prévu une deuxième formation auprès des résidents. Et cette formation, on l'a annulée parce qu'il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de cibler un public parce que comme tous les salariés sont formés, il n'y a pas de souci. On peut répondre immédiatement aux usagers quand ils ont des questions, sans problème, sans préjugés, calmement, puisqu'on connaît le sujet. Et voilà, et ça se passe vraiment très bien. Avec des personnes en difficulté, avec tout le monde, avec les salariés. Et vraiment, c'est un plaisir de voir ça au bout d'un an. Je ne pensais pas que la formation aurait eu autant de succès et que ça se passe bien avec tous les salariés, mais vraiment tous les salariés. Oui, parce que finalement, ça a été intégré assez rapidement. Ça a été intégré rapidement. Il y a aussi le CA qui a été sensibilisé au sujet puisque j'ai présenté le projet des 6 places d'hébergement pour les personnes transgenres en cours de transition. Ils ont accepté assez vite. Ils demandent aujourd'hui à être formés aussi. Donc Sian va former également le conseil d'administration. C'était aussi vecteur d'ouverture des compréhensions vers les résidents, mais aussi vers les salariés embauchés, puisque nous avons embauché Sian, c'est vrai, pour quelques heures, mais elle a été très bien intégrée, je pense. Et ce sujet de transgenre, on n'en parle même plus. On parle d'hommes, de femmes, mais on parle... c'est tout, quoi. C'est vraiment intégré. Après, ça a amené aussi une évolution non discriminante dans le recrutement. La directrice m'a dit aussi, j'ai changé mon regard. Donc voilà, aussi pour l'embauche. Donc ça, c'est aussi important. Puis il y a une politique et une démarche proactive sur la politique de diversité au niveau de l'association, du coup, pour qu'on soit une association non discriminante et inclusive. Et puis le sujet transgenre est un sujet dont on peut parler de façon maintenant respectueuse, mais plus qu'au niveau du service, mais au niveau de l'association. Et là, aujourd'hui, on fait un colloque, on est en train de préparer un colloque pour le 22 juin. Et c'est vrai que tous les services, au moins une personne dans chaque service s'est inscrit pour pouvoir accueillir un public LGBTI, au moins. Et il y a un questionnement sur héberger sans discriminer. On sent que ça a vraiment transformé profondément le regard et l'accompagnement, en fait. C'est intégré, quoi. Oui, c'est intégré au niveau du conseil d'administration, de la direction, des salariés et même des hébergés. Ah, c'est super. Je reviens à vous, Sian. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir et accompagner les personnes trans en entreprise ? Et du coup, quel est le rôle de l'entreprise ? Le rôle est celui d'une entreprise, avant tout. Ça peut paraître simpliste, mais une personne trans, c'est d'abord une personne.
Et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la percevoir à travers le prisme de sa spécificité, mais la percevoir en tant que personne, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs que n'importe quel autre salarié. Mais en même temps, ça veut dire aussi qu'il faut connaître ses spécificités, comme on pourrait connaître les spécificités liées à tel ou tel corps de métier ou à telle ou telle particularité que pourraient avoir les salariés. Quand on accueille des personnes en situation de handicap, on a aussi à savoir un certain nombre de choses sur la question du handicap. Voilà. Bon, je ne fais pas évidemment de parallèle entre ces deux sujets, mais c'est... Voilà, je voudrais pas que ça se fasse, surtout pas. Mais voilà, il faut créer un environnement qui soit le plus inclusif possible. Et puis je pense que ça profite à tout le monde, parce que ça permet aussi d'élargir un petit peu les schémas de pensée, faire tomber des préjugés aussi. Et puis quand on fait tomber des préjugés, ben on avance. On avance vers son humanité, ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Mais tout ça, évidemment, nécessite le passage par une information, une formation, une ouverture d'esprit aussi. Bon, et puis l'ouverture d'esprit, elle se fait petit à petit, parce que souvent, ce qui fait peur, la peur, c'est surtout le fait d'être confronté à l'inconnu. On se fait plein d'idées fausses sur les personnes trans en général. Et lorsqu'on est formé, eh bien, ces idées tombent et la peur tombe également. Et quand la peur est tombée, à ce moment-là, on voit l'autre en tant qu'être humain et rien d'autre, c'est tout. On sent vraiment que la première barrière à l'intégration, à l'ouverture, c'est vraiment les préjugés, c'est le manque de dialogue en fait. C'est quand la parole, elle est pas ouverte déjà, elle est pas libérée sur ces sujets. Ça crée beaucoup un imaginaire, ça crée un imaginaire très très riche de préjugés. Et du coup, c'est vrai que la formation et que la discussion permettrait déjà d'ouvrir beaucoup de choses, quoi. Oui, et puis j'ai aussi ma spécificité puisque je suis moi aussi une personne trans. Donc lorsque je fais de la formation à partir de savoir chaud et de savoir froid, de savoir expérientiel et de savoir académique. Donc c'est d'autant, à mon avis, c'est un plus aussi de pouvoir utiliser sa propre expérience et l'intégrer dans la démarche de formation. Et du coup, dans la continuité de cette question, c'est ce que je voudrais rajouter, c'est ça veut dire quoi, du coup, être trans en entreprise aujourd'hui ? Non, les trans, même si on est 1% de la population, on reste quand même minoritaire. Donc, et comme on le disait précédemment, c'est faire face aux préjugés qui vont donner lieu à des discriminations. Ça veut dire qu'il faut bien connaître la loi, bien connaître ses droits, faire preuve de courage aussi, parce qu'il peut y avoir des regards malveillants ou juste de la curiosité aussi parfois. Ça veut dire aussi qu'il faut faire preuve de vigilance également, peut-être des compétences accrues, parce qu'on ne nous fera pas de cadeaux. Mais je crois que c'est valable pour toutes les minorités qui souffrent de discrimination. Ça veut dire essayer d'être irréprochable, parce qu'on sait qu'on risque gros, c'est compliqué. Après, ça dépend aussi si c'est dans le cadre d'une future embauche ou si c'est dans le cadre d'un CDI ou d'un CDD. Et les choses ne sont pas les mêmes. Quand on est dans le cadre d'une embauche, ça va être est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il ne faut pas en parler, est-ce qu'il faut En principe, on n'aurait pas à en parler, seulement on a peut-être parfois intérêt à le faire quand même. Parce qu'à un moment donné, il y a des éléments qui font que ça se voit. Il peut y avoir la voix, il peut y avoir le numéro de sécurité sociale qui ne correspond pas si on est en cours de transition. Donc ça peut aussi c'est un handicap qui, au niveau de l'embauche, ça peut être parfois compliqué. Ça s'est déjà rencontré, ça se voit. Si on est en CDD, moi j'ai connu des situations où effectivement, l'employeur a dit tout simplement, moi j'ai embauché un homme, c'est pas une femme que je veux, donc j'attends la fin du contrat, je renouvelle pas. Là où la situation la plus favorable, c'est encore lorsqu'on est en CDI, parce qu'on a la loi, un certain nombre de textes de loi qui nous protègent. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup de stress à gérer. Surtout quand on fait son coming out, par exemple, au sein de l'entreprise. Déjà, il faut avoir le courage de le faire, le coming out, ce qui n'est pas évident. Et puis, quand on est
une personne trans, il va y avoir des transformations qui vont se faire au fur et à mesure du temps. Donc parfois on l'annonce, on est encore, les personnes nous perçoivent comme nous sommes au moment où on fait ce coming out, et là on se dit oui, ok, d'accord, on est d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Puis petit à petit on va voir les changements qui vont apparaître au fur et à mesure des mois, puisque la transition ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait sur 6 mois, 1 an, voire plus. Et petit à petit, avec ces changements, on peut avoir aussi des changements au niveau de la perception qu'ont les collègues de nous. Donc là aussi, il faut savoir en parler, il faut savoir informer. Et là, la sphère privée entre automatiquement dans la sphère professionnelle. Donc ça va un peu à l'encontre de tout ce qui est préconisé habituellement. J'en ai fait moi-même l'expérience sur deux embauches. Potentiel. La première, j'en ai pas parlé, ça s'est très mal passé, les personnes l'ont vu, et j'ai eu une discussion assez vive avec les recruteurs. Dans un deuxième temps, lorsqu'ils m'ont dit, non, finalement, on veut pas. Et la deuxième, j'en ai parlé, donc là, la sphère privée est rentrée dans la sphère professionnelle, et ça s'est bien passé, parce que j'ai pu en parler et j'ai pu expliquer les choses. C'est vraiment dans la communication. Donc on doit communiquer, on doit pouvoir expliquer, mais savoir expliquer sans aller trop loin, parce que parfois on a affaire à des questionnements qui, sans être forcément malveillants, sont souvent maladroits. Ah bon, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que tu as l'intention de te faire opérer ? Ou des choses comme ça. Voilà, ce sont des questions qui sont intrusives et qui n'ont pas lieu d'être. Donc on doit faire face aussi à ça et savoir aussi poser ses limites. Enfin, pour la dernière question, je vais te redonner la parole Laurence. Donc Laurence Théry, pour rappel, qui est directrice de l'ARACT Hauts-de-France. Et ma question, c'est du coup la suivante. Quels sont les enjeux pour l'ARACT à travailler sur la question de la transidentité au travail ? Finalement, la transidentité, on l'a vu avec Sian et Laurence, on en parle de plus en plus, mais c'est quand même encore un sujet mal connu, avec son lot de préjugés, d'interprétations erronées, voire hostiles. Et donc, on a l'habitude de dire aux entreprises dans lesquelles nous intervenons que finalement notre credo, c'est comprendre pour agir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre la situation et qu'ensuite, à partir des éléments de compréhension dont on dispose, on peut mettre en place des actions, on peut réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire. Et surtout, dans cette compréhension, l'idée, c'est de partager cette compréhension. Et de partager cette compréhension avec des acteurs qui sont différents dans l'entreprise. Parce qu'il y a évidemment la direction qui a tout son rôle pour impulser une orientation inclusive, respectueuse, etc. Il y a aussi l'encadrement, les managers, qui sont aussi des acteurs importants pour se faire le relais de ces politiques RH, etc. Il y a aussi un acteur important, c'est les représentants du personnel, les organisations syndicales, qui comme la plupart d'entre nous, méconnaissent ces questions-là. Et puis il y a les collègues, plus classiquement. Et donc une mission de l'ARACT, dans le cadre de sa mission globale de service public, c'est d'accompagner les entreprises sur l'amélioration des conditions de travail. Et ça passe par finalement le vivre ensemble au travail. Qu'est-ce qui fait qu'on forme une communauté de travail avec sa conflictualité, mais aussi sa capacité à intégrer, à reconnaître et à connaître la diversité de chacun. Et or, on s'aperçoit quand on intervient dans les entreprises, sur tous les sujets dans lesquels l'ARACT intervient, que finalement, les organisations, les politiques RH sont trop souvent pensées sous l'angle du salarié standard. Un salarié standard, mais un salarié standard, c'est un salarié qui n'existe pas. On le sait quand on parle du travail, il n'y a pas de personne standard. On est tous différents. Et ce que ça a été dit, ce qui nous réunit, c'est notre humanité. Et donc, il n'y a pas de salarié standard. Mais malgré tout, dans la plupart des entreprises, il y a cette idée qu'on organise le travail pour
En l'occurrence, le salarié standard, c'est souvent un homme, c'est souvent un homme blanc, c'est souvent un homme entre 30 et 40 ans, et puis avec des normes de comportement dominantes et qui sont la négation de la variété et de la variabilité aussi des personnes sur toute leur vie professionnelle. Et donc un des objectifs de l'ARACT, c'est certes de ne pas discriminer, mais je dirais que ça, c'est le minimum légal. On ne peut pas s'arrêter là. C'est aussi de développer les capacités des entreprises à renforcer le faire équipe, la coopération, le travail collaboratif, parce que c'est ça qui, finalement, permet de développer les personnes que nous sommes, tant sur le plan des compétences, sur le plan de la santé, mais aussi de développer, finalement, Sian l'a rappelé, l'entreprise, elle est là dans une optique de production et donc pour développer aussi les enjeux de performance et de compétitivité. C'est donc le parti pris qu'a l'ARACT, c'est bien de considérer que c'est dans cette inclusion d'une diversité de ce que nous sommes tous que l'entreprise s'en sort et est productive en fait. Oui, la différence est une richesse du coup. Y compris pour l'appareil de production et de compétitivité qu'est l'entreprise. Exactement, voilà. Et sans focaliser sur une différence en particulier, parce qu'il y en a beaucoup dans l'entreprise. Merci beaucoup à toutes les trois. C'est comme ça qu'on termine cet épisode. Et voilà, n'hésitez pas à réagir à l'épisode, à le partager avec celles et ceux que ça pourrait intéresser. Et on se retrouve sur le prochain épisode de Ça va le boulot. Merci de nous avoir écoutés. C'était Ça va le boulot, le podcast de l'ARACT Hauts-de-France. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous partager vos avis via Facebook, Twitter ou encore LinkedIn. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast sur les plateformes de streaming ou sur notre site internet hauts-de-france-aract.fr. À bientôt!